Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Je suis sûr que vous avez envie de dormir tout de suite. Alors c'est pas la fin de l'année, un dernier dimanche de l'après-midi du dimanche, la fin d'année, etc. Bon, ça peut passer. Parce qu'on sait que généralement c'est le dernier dimanche, après il y a les vacances, généralement souvent ça passe. Difficilement mais ça passe. Alors pour moi ça passe. Parce qu'après, c'est une certitude, c'est que demain on va commencer à préparer les vacances. Donc c'est déjà... Bien, alors donc ce matin, nous avons pratiquement fait quelque chose d'assez intéressant. D'abord, donc les concepts de base, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, les différents types d'algorithmes, les concepts de base. On a vu un petit peu, on a une idée sur les catalyseurs de l'intelligence artificielle, pourquoi à un moment donné ça a bloqué et que maintenant ça marche plutôt bien, c'est grâce au système parallèle et distribué, notamment les GPU qu'il faut utiliser, notamment si vous faites de deep learning. Et après, donc, j'ai parlé des frameworks de machine et deep learning. Donc, historiquement, il fallait comprendre quelque chose de très important, c'est que pour faire du deep learning, pour utiliser des réseaux de neurones profonds en tout cas, il faut beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs matriciels, c'est du calcul de l'algèbre linéaire, ce qui fait qu'il fallait attendre justement ces fameux GPU qui ont apporté la solution. Alors, comme je disais avant, seuls les enfants qui connaissent c'est quoi un NVIDIA. Les scientifiques, vous ne savez pas, parce que c'est vrai, quand vous dites NVIDIA, ben, maintenant, ça nous arrive parfois d'appeler... Est-ce que vous avez, on voudrait acheter une carte NVIDIA GPU telle la première réponse, même le vendeur, ben, il dit ça c'est pour, oui, c'est pour les jeux. Ben oui, pour les jeux, mais non, on ne va pas l'utiliser pour les jeux, c'est dans le laboratoire de calcul. Ben, effectivement, c'était historiquement c'était comme ça, mais maintenant il devient vraiment, on va dire, des bijoux qu'il faut avoir dans les laboratoires de calcul de haute performance, qu'il faut exploiter, parce que maintenant le seul moyen, il y a beaucoup de domaines, vous pouvez le constater dans votre domaine, c'est qu'au niveau algorithmique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis longtemps. Parfois on patauge dans ce qui existait il y a très longtemps. Le seul moyen parfois pour apporter votre contribution à un algorithme, parce que si vous leur dites j'ai implémenté l'algorithme, je ne sais pas, tel algorithme, je l'ai testé, ben alors, c'est quoi ta contribution? Alors, le seul moyen pour apporter la contribution, c'est de faire des implémentations soit distribuées, soit parallèles. Un algorithme qui existait déjà il y a très longtemps, moi je fais une implémentation distribuée, avec des systèmes multi-agents, là, un middleware, etc., ou bien une implémentation sur les GPU. Mais ça, c'est des résultats que vous pouvez publier facilement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous apportez? Ben, vous apportez tout simplement la parallélisation des algorithmes. Ben, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire au niveau de la recherche scientifique, il y en a beaucoup qui travaillent à ce niveau-là. Soit dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de transport, dans tous les domaines. Là, vous avez des problèmes massivement parallèles en termes de données, notamment pour des problèmes, ce qu'on appelle à forte granularité, c'est-à-dire vous avez beaucoup comme l'image, comme la vidéo, comme la chimie, comme la physique statistique, comme, je ne sais pas, parce que quand vous êtes dans un domaine où vous parlez que des atomes ou des protons, je ne sais pas, donc l'image satellitaire, beaucoup d'applications, c'est vraiment au niveau industriel, c'est une réalité. C'est que maintenant, avant, les entreprises ne les utilisaient pas, mais depuis maintenant 3 années, 4 années, c'est pratiquement, ça devient une nécessité si on veut bien entraîner les modèles. Oui, bien sûr. Il y avait, dans les années 60, beaucoup d'algorithmes. Oui. De logiciels. Oui. 30. Oui. Actuellement, on peut-on, c'est pas améliorer. Exact. Alors, ce fameux Fortran, d'ailleurs, vous allez le voir ici, il est présent toujours pas
C'est en fait justement le calcul scientifique à l'époque, c'était tout ce qui faisait le calcul scientifique, c'était le Fortran. C'était en fait le langage des scientifiques. Moi-même personnellement, je l'ai utilisé dans les premiers travaux de recherche pour programmer, parce qu'à l'époque c'était fait pour ça. Les choses ont évolué, donc forcément, même au niveau du Fortran, la même chose. Comment? Python, il a pris beaucoup de place, notamment tout simplement parce que la particularité, bon, c'est un langage dynamique. Mais il ne faut pas oublier que Python, c'est un langage dynamique exactement comme JavaScript. C'est-à-dire c'est sa manière de conception, avec sa souplesse, avec à un moment donné la disponibilité des librairies. Les gens qui utilisent NumPy comme librairie, de toute façon, vous avez presque tout. Donc ce qui fait, ça permet aux chercheurs, en quelque sorte, il y en a ceux qui sont sur MATLAB, parce que c'est très pratique. MATLAB, vous avez, sauf que MATLAB, vous avez vos résultats de recherche, etc. Mais après, votre solution, quand vous voulez l'implanter dans une application réelle, il faut la réimplémenter dans un autre langage, c'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui se fait. Et Python, il est venu en intermédiaire, c'est en quelque sorte, c'est dans la continuité des possibilités offertes par MATLAB, mais avec un langage de programmation dynamique. C'est très simple, c'est très souple, etc. Bon, les scientifiques ont apprécié, ils l'ont utilisé, mais Python, il s'est arrêté là, il ne peut pas avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que réellement, les entreprises dans le monde industriel, c'est-à-dire pratiquement quand vous allez en entreprise, vous trouverez les architectures de développement d'applications, vous trouverez du Java, du JavaScript, de C#, les architectures Java, J2E, .NET, PHP, c'est des langages réellement. C'est-à-dire les entreprises, quand vous développez des applications réelles pour les entreprises, vous avez ces technologies-là. Il dit que donc Python, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va, même si on peut l'utiliser pour développer des applications web, etc., des applications desktop, mais ça ne remplacera jamais, ça ne va pas prendre la place aux autres technologies. Mais par contre, là où il a excellé notamment dans sa possibilité avec les frameworks de machine learning comme PyTorch et comme TensorFlow, maintenant depuis 2 années, à partir de 2017, la donnée a changé. C'est pour cela que l'objectif de ce séminaire, c'est que vous ayez cette idée-là. C'est-à-dire, avant 2015, avant 2017 et après 2017. Donc ça, il faut le savoir. Parce que maintenant, ça ne sert à rien de changer. C'est-à-dire quand vous êtes dans un contexte, quelconque, vous travaillez avec une technologie, un langage X que vous appréciez, vous-même que vous maîtrisez, avec lequel vous développez vos applications, utilisez un framework de deep learning ou de machine learning dans votre langage. C'est plus simple, c'est plus pratique, si vous voulez. Le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, si tu cherches des ressources Python, exact. Tu trouveras pas. Exact. Alors, exact. En fait, c'est pas évident. Alors justement, alors ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour les entreprises, effectivement, parce qu'il y a 2 années, il y a des entreprises, notamment les banques, les assurances, etc. Ils ont des projets de machine et deep learning qu'ils veulent implémenter. Effectivement, c'est qu'ils se trouvent coincés. On a besoin, est-ce qu'on va virer vers Python? Ils commencent déjà à former leur personnel dans Python, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, en quelque sorte, pas toutes les entreprises. C'est-à-dire ils n'ont pas pris le temps d'analyser un petit peu l'écosystème. C'est historique-là, comment les choses sont venues, mais ce qui fait qu'il y avait un problème, il y a un héritage, il y a beaucoup d'applications qui sont faites dans Java, J2E, .NET, PHP, et après on va faire des algorithmes de machine learning, comment on pourra les imbriquer dans le processus d'automatisation. Alors tout ça, techniquement il y a des solutions. Alors je reviens juste un slide, juste pour vous donner avant TensorFlow.js, voilà ce qu'on faisait pour faire du machine learning côté navigateur. Voilà. C'est-à-dire, vous développez une application web immobile, donc vous écrivez du JavaScript. Vous voulez faire ici donc des opérations de prédiction,
côté navigateur, côté application. C'est quoi la solution? Ben, il faut utiliser un serveur web comme Flask Server, Python, c'est du Python. Ça veut dire faites toute votre application d'apprentissage avec Python. Et à chaque fois, côté navigateur, côté application mobile, à chaque fois que vous avez besoin d'une fonctionnalité, soit de prédiction ou bien d'entraînement, vous envoyez une requête HTTP, vous faites l'opération en back-end et après vous recevez la réponse. Ça veut dire que votre application, il fait toujours du va-et-vient vers la partie serveur. C'était ça la solution avant 2017, si vous voulez. C'est assez lourd. Hein. Il y en a encore qui se lancent sur cette stratégie. C'est-à-dire, on va développer des modules en Python, mais après, le reste de l'application, c'est des communications, soit WebSocket, si vous avez un truc réactif, soit du HTTP classique. Donc, ça, c'est une solution. Mais, si vous êtes dans l'écosystème, par exemple, TensorFlow.js, le problème ne se pose pas. Ça veut dire que vous entraînez votre modèle côté backend, il n'y a pas de problème. C'est du Node.js, je ne sais pas quoi. Même, vous pouvez l'entraîner avec TensorFlow Python. Parce que là, il faut juste noter une chose, c'est que vous pouvez entraîner un modèle avec votre framework TensorFlow Python ou PyTorch, je ne sais pas quoi. Le modèle, vous l'enregistrez et vous pouvez le charger avec TensorFlow.js. C'est-à-dire, on va dire l'exportation des modèles, c'est quelque chose réglé. Même dans Deep Learning 4G. Vous pouvez entraîner votre modèle avec TensorFlow et vous l'exploitez avec Deep Learning 4G. L'interopérabilité à ce niveau-là, c'est réglé. Mais le problème, c'est que si vous voulez avoir des applications réactives, une application mobile réactive, je prends une photo et j'ai besoin directement dans la photo de me dire combien d'objets il y a ici, combien d'arbres, combien de piétons, en temps réel. Alors si vous faites ça, dans cette solution, ça veut dire quoi? Vous prenez la photo, vous envoyez la photo en back-end, vous attendez le retour pour afficher. Ça, c'est trop lourd. Ok. Oui. Mais le choix des langages, le choix des méthodes utilisées pour implémenter ce genre d'algorithme Oui. est posé dans le domaine industriel. Pour le domaine de la recherche scientifique académique, je pense que quand on utilise un méthode ou un langage, on perd déjà un peu de temps dans l'interprétation. C'est exactement. Est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il ne faut pas travailler directement sur, par exemple, aller directement sur le langage machine? Non, bien sûr. Si vous pouvez, tout dépend. Alors, comme je disais, en fait, il y a deux choses. Il y a la recherche scientifique. Alors, dans la recherche scientifique, ça vous le savez. Ce qui importe, c'est les résultats. Vous implémentez votre algorithme sur MATLAB, ou vous l'implémentez vous utilisez un outil, etc. Vous faites l'exécution, vous avez le temps de calcul, vous avez des résultats, la précision de votre modèle, etc. C'est ce qui compte et vous publiez votre article. D'accord? Ça, c'est un niveau. Maintenant, moi, il ne faut pas séparer la recherche on va dire, de l'innovation. C'est-à-dire ce que plutôt, on va dire, la recherche scientifique, on va dire moderne, d'une manière générale, c'est que il faut aller vers l'innovation. C'est-à-dire, je développe des solutions, je suis un chercheur, j'ai utilisé MATLAB, je sais que mon algorithme marche bien. Une fois qu'il marche bien, alors maintenant je dois le retaper sur TensorFlow.js et je dois l'implanter dans une application mobile pour vendre cette application mobile. C'est pour créer des entreprises, pour créer des valeurs ajoutées. D'accord? Alors maintenant, c'est exprès qu'aujourd'hui je n'ai pas parlé c'est-à-dire de l'écosystème de Python parce que c'est quelque chose, vous tapez le P, avant même de taper Y, il va sortir, des ressources sont assez abondantes, mais plutôt, donc je m'intéresse plutôt à cet écosystème qui se développe les dernières années et qu'est-ce qui va se passer dans les années futures. Attention, quand vous voyez l'évolution des langages, Python il a pris de l'ampleur à un moment donné, il y a d'autres langages qui vont prendre l'ampleur, il va revenir, il y en a d'autres qui vont prendre la place, donc ce qui fait, tout est contextuel, il faut toujours... Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises, ils ont besoin de développer des applications web, mobile, desktop. Ça, c'est une réalité. Il y a des technologies, il y a des frameworks, je ne sais pas quoi. Les gens qui travaillent avec Java, ils savent qu'il y a des frameworks
Même si on veut retaper, faire une version de Spring, version Python, il faut attendre Spring. Il n'y a que Spring qui peut le faire. Hein. Là, c'est une expérience de 30 ans d'ingénierie logicielle. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez trouver un conteneur d'inversion de contrôle sur Python qui est aussi performant que Spring ou .NET, etc. Donc, il y a une grande avance au niveau c'est-à-dire des technologies de développement d'applications d'entreprise. Donc maintenant, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez rester là, c'est-à-dire votre application, il utilise votre écosystème classique, et après tout ce qui est machine learning, vous allez le centraliser dans un serveur, ou tout simplement, vous allez dire, tout simplement, du moment que je veux faire les trucs côté navigateur, j'utilise TensorFlow.js, mais si je veux utiliser la technologie Java, je vais rester sur Deep Learning for J. Ça, c'est l'objectif de cet après-midi. Alors maintenant, on est là. Donc, je vous ai en quelque sorte montré comment utiliser ça, enfin, comment l'utiliser en général. C'est juste des démos. Maintenant, on va essayer de voir, pour quelqu'un vraiment qui veut s'investir dans une technologie qui est abordable et dans laquelle il peut exploiter beaucoup de choses, sachant qu'il y a beaucoup d'outils qui sont très connus dans le machine learning. Je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un logiciel qui s'appelle Weka. Ça, il faut, pour les gens qui ne veulent pas programmer, qui ne veulent pas écrire du code, d'accord. Ça, c'est un outil qui est très utilisé, dans lequel vous faites l'analyse de données, vous faites machine learning, vous faites du deep learning, vous créez des modèles, vous dessinez, vous faites des choses, ça vous... Alors, ça, Weka, c'est développé en Java. C'est très utilisé par les gens pour les gens qui travaillent dans tout ce qui est data mining d'une manière générale. C'est un logiciel assez connu, il est gratuit d'ailleurs. Et il y a une API Java, Weka, dans votre application Java. Tous les algorithmes, vous pouvez les utiliser dans votre application. Donc, il n'y a pas de... Donc ça veut dire que même quand vous êtes dans l'écosystème Java, on sait très bien qu'on est bien servi. C'est pour cela que j'estime, personnellement, que s'investir dans un framework tel que Deep Learning for J en tout cas, c'est intéressant, c'est à explorer et ça ne peut être que bénéfique en tout cas pour quelqu'un qui veut, en tout cas, quelqu'un qui a déjà l'habitude de... Parce que vous savez que parfois, on a l'habitude de travailler avec une technologie et on n'a pas envie de changer cette technologie. Ce n'est pas uniquement ça. Parfois même, vous garez votre voiture dans une place et vous n'avez pas envie de changer la place parce que vous cherchez toujours... vous voyez, donc parfois, l'être humain, parfois, il n'aime pas trop les changements. Ça, c'est une grande problématique. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de travailler avec Python et vous restez sur Python, vous faites tout ce que vous voulez, etc. Il y a des solutions. Mais quand vous changez de contexte, à un moment donné, il y a des grandes décisions. Il faut décider. Est-ce que c'est un acquis, c'est pas. Est-ce que vous allez basculer ou pas? Souvent, c'est des projets qui exigent ça. Dans quel projet de recherche ou bien dans quel projet de développement sur lequel vous travaillez. Bon, si vous voulez bien, donc on va passer à cette partie-là. Donc, voir comment faire du machine deep learning en utilisant donc le deep learning for J. Alors en fait, pour le slide, comme je disais, le slide PDF, à la fin de la séance, si vous voulez le copier, vous pouvez l'avoir. Sachant que je vais le publier en ligne, aussi bien que les vidéos. Après, vous pouvez avoir des liens si vous voulez les télécharger. Mais parfois, ça peut être dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça veut dire que si vous voulez avoir le document, il vaudrait mieux l'avoir à la fin de la séance si vous voulez. La fin d'année, ça peut être septembre. Non, non, ça ne devrait pas dépasser une semaine parce que, en fait, il y aura d'autres choses. Bon, alors donc, Deep Learning for J, donc c'est un framework open source sous la licence Apache qui permet de construire, entraîner, tester une grande diversité des modèles classiques,
convolutionnel, RNN, vous avez pratiquement comme tous les frameworks d'une manière générale. Alors, il se base sur ça, ND4J. Alors, ça veut dire quoi? Ben, la même chose. Pour utiliser les GPU, il me faut une API qui a déjà implémenté d'une manière parallèle les algorithmes de l'algèbre linéaire. Ben, pour Java, ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait créer, passer par... en fait, si vous voulez, ND4J, c'est une librairie que vous pouvez utiliser indépendamment de Deep Learning 4J. C'est une librairie à part. C'est-à-dire Deep Learning 4J, il se base sur ça. Parce que c'est avec ça qu'on va exploiter donc, les performances des GPU, notamment pour faire le calcul parallèle. Donc ND4J, c'est du calcul natif. Alors, du moment qu'il est basé sur CUDA, donc, ça veut dire que vous allez vous baser sur des cartes NVIDIA. Donc, forcément, il surpasse les limites de Java. Parce que l'une des limites de Java dans la JVM, il y a en quelque sorte la manière de gérer la mémoire. Il y a une limite, en tout cas, qui est imposée par la JVM. Mais comme c'est des codes natifs, ND4J, il surpasse la limite. Ça veut dire que, quelle que soit la quantité de données que vous avez, donc vous n'avez pas de problème de saturation mémoire telle que limitée par les JVM d'une manière générale. Donc il surpasse cette problématique. Alors après, Deep Learning 4J également utilise une librairie qui s'appelle DataVec. C'est pour la vectorisation et la transformation des données. Alors, vous avez besoin de lire facilement un fichier .csv, vous avez besoin de lire des images et les stocker rapidement dans des tenseurs. Alors toutes ces librairies-là, la vectorisation des données, forcément c'est quelque chose qui existe déjà dans Java également via DataVec. Donc forcément ça c'est les deux librairies principales qui sont utilisées pour faire, si vous voulez. Et là c'est très important, c'est un peu un grand plus par rapport aux autres technologies, c'est que vous savez que dans les systèmes distribués, quand vous parlez système distribué, Big Data, Cloud Computing, c'est à plus de 90%, vous trouvez toujours la technologie Java. La majorité des middleware, des frameworks, des solutions utilisées dans l'écosystème système distribué Big Data, il y a les solutions Java. Kafka, Hadoop, MapReduce, Spark. Alors, tout ça, c'est... Ben, et du coup, donc, justement, Deep Learning 4J va profiter de ça. Parce que pour créer l'apprentissage distribué, alors pour faire de l'apprentissage distribué, et c'est quelque chose de très très important pour les gens qui vont travailler avec Deep Learning 4J pour Deep Learning 4J pour c'est-à-dire faire c'est-à-dire pour entraîner leur modèle. Alors sachez que quand vous avez des problèmes très lourds, il faut distribuer l'apprentissage. Alors pour distribuer l'apprentissage, vous avez des applications qui sont basées sur Spark. Alors Spark, c'est très connu dans l'écosystème du Big Data. Ça permet de distribuer le calcul sur plusieurs machines. Ça veut dire si vous avez plusieurs machines avec beaucoup de GPU, et bien tout simplement, grâce à Spark et Deep Learning 4J, vous faites travailler en même temps toutes les machines. Donc ça veut dire que pour les gens qui travaillent dans des systèmes multi-agents, naturellement c'est des systèmes distribués, ben, le problème, on peut parler de l'apprentissage distribué, facilement, avec ça. Comment distribuer l'apprentissage? Alors, dire comment distribuer l'apprentissage, c'est comme si je vous dis que chacun d'entre vous va apprendre un certain nombre de choses, et après, on va utiliser donc l'intelligence collective. C'est quelque chose qui marche très, très, très bien, et dans lequel, c'est-à-dire, il y a beaucoup de contributions que vous pouvez faire au niveau de la recherche. Donc ça, c'est un atout important. Donc, voilà. Alors, si vous voulez travailler avec Deep Learning 4J, donc vous avez besoin des librairies. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas dans Java, le moyen le plus simple, c'est de créer ce qu'on appelle un projet Maven. En fait, un projet Maven, c'est quoi? C'est un projet dans lequel il y a un fichier qui s'appelle .xml, dans lequel on déclare les librairies qu'on veut utiliser. Et après, c'est Maven qui va se connecter à Internet pour télécharger lui-même les librairies. Pour les gens qui travaillent avec Python, vous utilisez
une simple importation, il télécharge les librairies. Alors en quelque sorte pour les applications Java, toutes les librairies qu'on va utiliser, donc on va les déclarer comme ça. Donc il y a un certain nombre de dépendances, donc ça c'est des copier-coller que vous allez faire dans le fichier .xml. Donc on a besoin de Deep Learning for JCore, nous avons besoin de ND for JCUDA. Donc ça c'est la librairie native qui permet d'utiliser. Donc si vous voulez faire le calcul parallèle sur les GPU indépendamment de Deep Learning for J, vous pouvez utiliser directement ça. Ça c'est pour du calcul parallèle sur les GPU. MD4J Native Platform, ça c'est pour les CPU. Alors après je vais vous montrer ça, donc UI, donc ça c'est une librairie qui va nous permettre, quand vous lancez l'entraînement, parfois on a besoin d'une interface graphique qui permet de nous afficher des graphiques pour voir l'évolution de l'apprentissage. C'est très important, parce que vous avez besoin parfois d'imprimer c'est-à-dire des graphiques de convergence de l'opération d'apprentissage. Donc je vais vous montrer comment utiliser. Et après, bon, ça c'est pour la journalisation, parce qu'on a besoin de loguer des messages dans des fichiers donc ça il utilise par défaut ECLF4J. Donc si vous voulez, ça c'est une librairie qu'il faut utiliser. Autrement dit, donc si je veux par exemple créer un projet, vous pouvez utiliser n'importe quel IDE que vous avez l'habitude de travailler, Eclipse ou n'importe lequel. Mais si vous travaillez avec IntelliJ, donc c'est beaucoup mieux, c'est un IDE plus professionnel. Donc c'est-à-dire si vous n'avez pas déjà l'habitude de travailler avec une IDE, il vaudrait mieux opter pour ça. Vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment l'un des IDE idéal pour développer des applications. Donc ça veut dire que, voilà, je crée un projet, voilà, Maven Project. Oui, donc j'étais en train de dire c'est l'un des IDE les plus... Il a décidé de ne pas marcher à un moment donné. Alors, ici, donc, je crée un projet. Donc, je vais créer, par exemple, un projet Group ID. Donc, on va utiliser, par exemple, ma.inset. Bon, c'est juste un nom quelconque. Donc, ça, c'est un TP sur Deep Learning 4J comme Artifact ID. Next, finish. Alors, ça, c'est juste créer un simple projet, 1000. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour ne pas fermer les autres fenêtres. Alors, ça c'est le projet. Alors, vous voyez donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi un projet Maven? Bon, c'est un projet tout simplement qui contient un fichier qui s'appelle POM.xml. Alors, le fichier POM.xml, c'est là où je vais. C'est du copier-coller, il ne faut jamais taper des dépendances. Souvent, pour chercher les dépendances Maven, donc on utilise par exemple Deep Learning for J Maven Dependency. Alors si vous faites ça, ça c'est vous faites un site. Rapidement, vous trouverez toutes les librairies à chaque fois que vous voulez utiliser quelque chose en Java. Voilà, donc ici Deep Learning for JCore. Vous cliquez dessus, tout simplement vous allez avoir la version que vous voulez. Maintenant c'est la version 1.0.0.beta. Et voilà la dépendance. En fait, cette dépendance-là, je fais juste un copier-coller. Donc, c'est-à-dire, vous voulez cette librairie, vous la prenez, vous la collez si vous voulez, le fichier POM.xml. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, avant de faire ça, je vais d'abord juste faire quelque chose que vous allez faire souvent. Je vais spécifier la version de Java que j'utilise. En fait, dans les propriétés, je vais utiliser maven.compile.source. Pour ça, je vais utiliser la version Java 8. Alors faites attention parce que dans Java, il y a depuis que Oracle a acheté Java, les gens ils ont peur un petit peu de ce qui va se passer pour la technologie Java, n'est-ce pas? Et du coup, donc, Oracle il est en train de mettre un peu
de développer beaucoup de versions. Après, il y a la version 9, la version 10, 11. Chaque 6 mois, il y a des versions, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vous conseille, en fait, la majorité, généralement, vous restez sur la version 1.8. Donc, Java 8, c'est, si vous voulez, donc, c'est vraiment, vous êtes assez tranquille. Vous pouvez utiliser 9 ou 10 ou 11. Mais il se trouve que parfois dans les nouvelles versions de Java, il faut toujours lire les spécifications parce qu'Oracle est en train d'introduire la notion de module dans la technologie Java. Et comme c'est encore, vaudrait mieux éviter. Ça, c'est mon avis. Okay? Mais vous pouvez l'utiliser. Alors, je vais utiliser maven.compile.target. C'est toujours 1.8. Donc je vais compiler avec 1.8 et je voudrais que mes applications soient exécutables à partir des versions qui sont inférieures à 1.8. Bon, ça c'est si vous voulez. Alors bref, après ça, il y a les dependencies. Alors dans les dépendances, je vais copier mes dépendances. Alors pour cela, pour ne pas prendre du temps, en quelque sorte, ces dépendances que vous avez là, on va juste faire copier-coller. Donc ça, c'est les librairies dont on aura besoin. Je vais les prendre directement à partir d'un exemple d'application que vous pouvez télécharger d'ailleurs. Je prends from XML et je prends ces dépendances-là. CTRL-C. CTRL-V. Alors voilà. Alors en fait, ça c'est juste importer. Alors en fait, quand vous faites ça, ça veut dire que Maven il va se connecter. Si jamais parce que quand vous le faites la première fois, ça veut dire que vous avez besoin de la connexion Internet. Maven il va se connecter, il va télécharger les librairies. Il le fait une seule fois, mais après, vous n'aurez plus besoin d'avoir la connexion parce que les librairies, une fois qu'ils sont chargés, sont dans vos machines. Alors pratiquement tous les langages font ça. JavaScript, il y a NPM pour faire ça. Python, il a son propre outil pour télécharger les librairies. C#, donc tous les langages, il y a toujours des outils qui permettent d'aller télécharger les librairies supplémentaires à utiliser. Alors en tout cas, donc alors ce que je vais faire, dans un premier temps, juste, je vais créer une simple application Java. Test deploying 4G. On va juste faire un test avec une D4G. Alors, une application Java, donc public static void main. Ça, c'est classique. Alors, maintenant, je vais exécuter quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais vous montrer, avant de parler de Deep Learning 4G pour créer un modèle à entraîner, parce qu'on va utiliser l'exemple de Iris Dataset que nous avons montré tout à l'heure. Je vais d'abord utiliser quelques fonctionnalités de ND4J. Alors, pour utiliser ND4J, tout à l'heure avec TensorFlow.js, on les avait appelés tensors, créer des tensors. Alors, avec Deep Learning 4J, ça s'appelle IND-Array. Alors, IND-Array, donc ça c'est un tenseur 1. Donc, toutes les données, en fait, IND-Array, c'est quoi? La même chose. C'est une structure de données. Ça peut être une matrice, ça peut être un vecteur, une matrice de 2D, 3D, etc. Mais en même temps avec des opérations de calcul de l'algèbre linéaire. Et toutes les opérations sont écrites dans une implémentation parallèle, basée sur CUDA. Ça veut dire qu'on va utiliser les GPU. Alors, je vais créer ça. Pour cela, on va utiliser ND4J. Ça, c'est la classe. Je vais créer, par exemple, une matrice qui contient que des 1. Par exemple, une matrice unité, ones. Je vais remplir une matrice comme ça. Ones, après, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, si vous voulez. Par exemple, je vais utiliser, par exemple, alors, ones, allez, 3,2, par exemple. ND-Array, T2, c'est ND4J, 0.
Alors, dans le calcul de l'algèbre linéaire, on a tout souvent besoin d'initialiser des matrices avec des 0 ou bien des 1, ou parfois une matrice triangulaire. Il y a plein de méthodes qui permettent de créer facilement des matrices. Si vous voulez afficher ces données-là, vous faites system.out.println. J'affiche T1 par exemple, et j'affiche T2. Alors, je vais exécuter juste pour voir qu'est-ce que je viens de créer. Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, ça c'est important quand même de le citer, c'est en fait, dans le fichier POM XML, donc vous avez deux dépendances. Vous avez la dépendance NDForge CUDA et vous avez une NDForge native. Native, ça veut dire qu'il n'utilise que les CPU. L'autre, il utilise les GPU. Alors maintenant, si vous les mettez les deux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va utiliser le CPU, mais dès qu'il y a quand ça dépasse, c'est-à-dire le taux d'utilisation des CPU atteint un seuil, automatiquement il va utiliser les GPU. Mais si vous voulez mettre de l'ordre, il y a des variables d'environnement. Le back-end, priorité. Vous pouvez dire que je vais, au début, je vais utiliser GPU sans passer par le CPU. Mais ça, c'est des variables de la configuration qu'on peut utiliser. Mais généralement, si vous n'avez pas dans votre machine les GPU, il vaudrait mieux cette dépendance, vous la supprimez des dépendances. Pourquoi? Parce qu'à chaque démarrage, il va commencer à tester est-ce que le matériel existe. Ça prend juste quelques secondes parfois, mais souvent, ça c'est juste à titre d'indication. Alors, si vous voulez, en fait, comment les tableaux, si vous voulez, les données, en fait, IntDArray, si vous voulez, c'est le tenseur qui stocke les données. Mais en mémoire, comment stocker les données? Bon, toutes les matrices, souvent, ils sont stockées sous forme d'un vecteur. Dans quel ordre? Vous avez une matrice, cette matrice-là. Généralement, dans la littérature, vous avez deux types d'ordre. Soit stockage par ligne, ça s'appelle C-order. Ça veut dire quoi? Ça veut dire C-order, ça donne ça. 0, 8, 4, 0, 8, 4, ça c'est la première ligne, ça c'est la deuxième ligne, ça c'est la troisième ligne. Donc ça c'est ce qu'on appelle le stockage C-order. Et après il y a le F-order. Achat F. Oh, Fortran. Parce qu'effectivement le Fortran, lui, tout son calcul il est basé sur, lui il utilisait donc ce système. Donc là, dans la littérature, c'est qu'on est le C-order, c'est le langage C qui utilise donc ce stockage. Et l'autre, c'est le Fortran. Et vous choisissez ce que vous voulez utiliser le stockage C-order. Tout dépend. Si vous avez déjà implémenté un algorithme déjà en Fortran qui utilise cet ordre, vous gardez ce que vous voulez. Mais d'une manière générale, si vous mettez rien, donc par défaut, il va utiliser C-order. Exactement. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Je vais utiliser une autre manière de créer ça. Je vais utiliser new. Attends. Non, c'est pas ce que je voulais. Bon, ça c'est. Alors, j'ai affiché. Qu'est-ce qu'il a affiché? Vous voyez donc, il m'a affiché la première matrice. Ça, il n'y a que des 1. Et ici, il y a des 0. Alors, maintenant, je veux créer un tenseur qui contient des données que je connais. Alors, on va utiliser la même chose. IntDArray, tenseur 3 égale CNDForge.create. Je vais créer des données. Il y a beaucoup de paramètres. Alors d'abord, je vais créer, supposons, je peux faire ça. Soit vous mettez par exemple new double. Alors si vous faites ça, ça veut dire que c'est déjà vous créez une matrice de dimension. Vous voulez créer une matrice 3D, vous ajoutez encore ça et après vous spécifiez les valeurs. Ou tout simplement vous faites ça. New, c'est des doubles. C'est un vecteur dans lequel vous mettez des valeurs. 3,6,4, il y a 6 valeurs. Ça c'est 6 valeurs, ok? Mais ça c'est 6 valeurs. Mais je dois lui dire, le deuxième paramètre c'est le cheap. Alors cheap ça veut dire quoi? Je lui dis que ça c'est une matrice. Combien de lignes? 2 lignes par exemple. Je vais utiliser 3 lignes, virgule 2. Alors automatiquement, tout simplement, il sait que ça c'est une matrice de 3 lignes fois 2. Après je peux spécifier. Donc ça c'est ce qu'on appelle les données. Et ça c'est le cheap, c'est la forme. Et la forme vous spécifie que c'est de D. Quand c'est de D, vous avez besoin de spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et le troisième paramètre,
c'est pas obligatoire, vous mettez, si c'est un caractère, vous mettez soit C, soit F. C, ça veut dire qu'elle va les stocker en C order, en mémoire. Mais après, pour votre algorithme, vous, ça ne va pas, peu importe. Alors, la même chose ici, donc si j'affiche, vous pouvez voir ça, par exemple, le tenseur 3. Alors, il faut juste noter que parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo en capture vidéo, ça consomme beaucoup de mémoire et après ça. Alors vous voyez donc la valeur, elle est là. Donc là, la matrice donc vous avez en fait en quelque sorte trois matrices. Alors vous pouvez toujours les séparer comme ça. Bon, juste pour avoir une idée. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Alors ça c'est tout simplement comment créer un tenseur. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de méthodes dans ND4J. Comme je disais, parfois vous avez besoin de créer une matrice identité, une matrice triangulaire qu'avec des 1. Il y a plein de méthodes qui permettent de mettre en place ça. Alors maintenant, je vais créer également, juste pour faire quelques opérations de base. Et après, je vais passer directement à l'essentiel, c'est comment faire du machine learning. Ok. Alors je vais créer un autre array T4 dans lequel je vais utiliser, supposons que vous voulez faire le produit de deux matrices. Donc vous avez 3 fois 2, l'autre matrice doit être chez la condition. Le nombre de lignes, non, de colonnes. C'est-à-dire ici je dois avoir 2. Et là par exemple, vous pouvez mettre 3 par exemple. 2, 3 ou 2, 4. Ok. Alors ça c'est T4. Alors après, je veux calculer le produit de deux matrices, transposer, etc. Donc je vais juste utiliser encore IndArray. Oui, effectivement. Alors ici 1, 2. Alors pour changer ça, pour ne pas faire la même chose, je peux faire la matrice autrement. Je vais dire que c'est une matrice. Et j'ouvre directement les accolades. Et comme c'est une matrice de D, j'ouvre l'accolade comme ça. La première ligne, il y aura 3,2. 7,9 et la deuxième ligne il y aura 0. Alors ça c'est deux manières de faire ça. Là je n'ai pas besoin de spécifier parce que là j'ai spécifié directement qu'il s'agit bien d'une matrice de D et forcément il saura qu'il s'agit de ça. Alors j'ai donc un résultat par exemple R1 c'est T3 point. Vous voyez donc un tenseur. Donc quand vous dites ça c'est un tenseur, mais quand vous faites point, qu'est-ce que vous avez ça? Ça c'est une perle rare. Alors attention, ça c'est des opérations que vous trouvez dans MATLAB, n'est-ce pas? Mais dans MATLAB, les opérations c'est pas des implémentations parallèles. C'est-à-dire c'est des opérations que vous pouvez faire, mais si vous voulez, par exemple ici, donc quand vous utilisez ça, c'est que toute opération, par exemple ici matmult, multiplication, voilà, c'est mul. Matrice mul, M mul. Parce qu'en fait, il y a multiplication, ça veut dire que vous multipliez par un scalaire. M mul, c'est-à-dire M, c'est matrice. Multiplication. Je vais multiplier par la matrice T4. Alors, ce que je viens de faire, c'est un simple calcul matriciel, le produit de deux matrices, mais en exploitant les GPU si ça existe. Si ça n'existe pas, il va utiliser le CPU. Alors ici, donc, je vais afficher TR1. Alors, bien sûr, il y a transposé, il y a toutes ces opérations, le produit par un scalaire. Par exemple, vous voulez... Donc vous voyez, donc ça c'est le résultat. Donc ça c'est la math. Voilà. Alors ici, j'ai affiché. Pourquoi il m'a donné des erreurs ici? J'ai affiché
Oui. J'ai affiché T3 et là Pour la deuxième matrice, Entre T4 c'est 4 colonnes, 3 lignes. 4 colonnes de lignes. Attendez. J'ai T3, c'est bien cette matrice. T4, j'affiche. Ah, T3 ici. Tout à fait. Non, Là, il faut afficher. T4. Il manque juste le séparateur. Ah, Tout est affiché. ah d'accord. Ah oui, mais dimanche après-midi, j'ai besoin de votre assistance. Hein. Donc c'est juste ce qui manquait, c'est le séparateur, effectivement. Alors la même chose, quand vous utilisez TensorFlow avec Python, avant d'utiliser Layer API, il y a d'abord, parce que ça, même si vous ne faites pas du machine learning, par exemple, vous êtes dans le cadre de paralléliser un algorithme quelconque dans votre domaine, bah, tout simplement avec ça, vous faites les implémentations. Donc ça peut être assez pratique. Alors voilà donc la première matrice, voilà la deuxième, voilà le produit. Okay. Alors, à part ça, vous pouvez faire plein de choses. Il y a par exemple R1. Alors, quelles sont les opérations que vous pouvez faire rapidement? Comme ça, je passe à la suite. Alors, vous avez, bon, il y a des exemples ici que vous pouvez trouver donc, dans le support. Ça, c'est pour créer les matrices. Bon, il y a des opérations VStack, HStack. Les opérations H2, c'est quoi? C'est que vous avez une matrice, par exemple, un tensor T1, celui-là. Vous avez un tensor T2. Vous avez T1 et T2. Alors, si vous faites VStack, c'est que vous allez prendre la première matrice et vous la collez avec la deuxième matrice. Si vous faites HStack, c'est-à-dire que vous prenez la deuxième matrice, vous la collez en horizontal. Vertical ou horizontal. Bon, ça c'est VStack, HStack. C'est très pratique parfois dans des calculs dans l'algèbre linéaire. Pour faire ça, faites cet algorithme-là. Parfois, vous cassez juste du temps à dire alors comment. Ben, c'est assez classique. C'est que vous créez une autre matrice et vous commencez à transférer les matrices. Mais tout ça, c'est séquentiel. Mais en calcul parallèle, c'est une opération. C'est assez important. Vous avez des opérations combine. Alors, combiner, c'est en quelque sorte, c'est pour combiner dans différentes dimensions. Alors, en principe, ici, vous avez des matrices de 0, des matrices 1. Alors, ça, c'est concat. Parce qu'en fait, là, il y a alors, concatiner des matrices, c'est pareil, en ligne, en colonne. Vous avez des opérations pad. Pad, c'est que j'ai une matrice, par exemple, qui contient que des 1, 2 fois 2, et quand je fais pad, voilà, pad mode, plutôt pad avec ones, avec une dimension 1, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez donc la matrice, elle est là, mais elle est entourée par des zéros. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme si je prends ma matrice, je crée une matrice plus grande, mais qui va entourer cette matrice. Bon, ça peut être utile, peu importe. Diagonale, vous voulez avoir par exemple une matrice diagonale, c'est diag, etc. I, line space. Alors bref, il y a plein de toutes ces méthodes-là, l'algèbre linéaire. Vous voulez récupérer une ligne d'une matrice, ou bien vous voulez ajouter une ligne dans un endroit précis, etc. Get row, put row. Un tensor ou là une dimension, vous voulez récupérer un tensor à travers une dimension. Par exemple, vous voulez récupérer une partie d'une matrice. Et après, bon, il y a les opérations. Alors, juste globalement, dans ces tensors, on peut faire différents types d'opérations. D'abord, les opérations scalaires. Alors, scalaire, c'est que vous multipliez par un scalaire. Par exemple, ici, je fais j'ai par exemple la matrice T1 point add ou bien mult. Alors ça c'est différent de mmul. Mmul c'est matrice multiplication, multiplié par un scalaire. Alors ça devient un tensor. Si vous l'affichez, T1 c'est des 1 multiplié par, c'est-à-dire vous allez avoir 10 partout. Bon, ça c'est le produit scalaire. Okay.
Alors, autre chose, donc ça c'est les opérations. Vous avez les opérations de transformation. Alors, les opérations de transformation, comment les faire? Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai la matrice R1. Je vais créer un int array R2 égale. Alors, j'ai ici un exemple. Je vais vous le présenter. Donc, c'est int4j. Alors, int4j point get execution, je fais comme ça, point exec and return. Je veux exécuter à la matrice, je veux appliquer à la matrice quelle matrice? R1. Je vais lui appliquer new sigmoid, par exemple. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, bon, il y a scalar add, je veux appliquer la sigmoid. Voilà, new sigmoid, normalement ça existe. New sigmoid de t, non. Alors, ça c'est. Je vais appliquer new, l'opérateur c'est sigmoid, de quoi? De R1. Alors quand je dis sigmoid, je peux utiliser review, les fonctions d'activation, ils sont toutes là. Donc, parce que quand vous voulez faire vous-même le calcul, si vous voulez, donc ça c'est R2. Donc ça c'est un exemple d'une opération de transformation. Donc ici vous appliquez des fonctions d'activation, des fonctions de transformation d'un tenseur. Ça c'est. Alors comme la sigmoid, généralement il va vous retourner des nombres entre 0 et 1. Vous voyez donc il y a 1, 1, 1, 1, il y a 0, bon, ça tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Alors il y a des opérations, des accumulateurs. Alors, d'accumulation, vous voulez faire la somme des éléments d'une matrice, vous allez accumuler. C'est l'une des difficultés dans les systèmes parallèles, c'est, vous savez que les gens qui connaissent MapReduce, c'est map, c'est-à-dire vous distribuez sur plusieurs machines, chacun va faire un calcul, mais à un moment donné, on va faire un reduce, c'est-à-dire on va résulter les résultats pour faire un calcul global. Généralement, ça c'est des opérations parfois dans le calcul parallèle qui fait que c'est difficile à paralléliser. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que toutes les unités, les éléments calculent pour faire la somme. Alors pour le faire, tout simplement, il existe deux manières de faire. Soit vous utilisez la même chose, vous créez un objet de type accumulation, AC1, par exemple somme, égale nd4j, point accumulate, et vous dites tout simplement le tenseur. Par exemple, le tenseur, le dernier qu'on a créé, c'est R2. Et après, on va utiliser new sum. C'est plutôt l'inverse, new. Alors, les documents sont autorisés. Alors, comment ça se fatiguer? Je cherche pas le. Alors ici donc je fais une array, donc ça c'est les opérations, voilà. Alors ça c'est scalaire, ça c'est l'opération de transformation, c'est l'exemple du sigmoid. Donc ça c'est la somme tout simplement de deux manières. C'est get, la même chose, executioner, execute, new. Ça c'est le max, new sum. C'est la même chose. Donc c'est pas accumulate, c'est plutôt get à nouveau executioner point
exec and return, et vous mettez new sum, la fonction sum de, voilà, de R2. Donc soit vous faites ça, donc vous avez, et après vous affichez sum.getFinalResult et le type. Double value, c'est-à-dire je voudrais que je retourne le format double. Donc ça vous fait la somme, vous pouvez mettre ici max, min, les accumulateurs d'une manière générale. Vous pouvez le faire d'une manière simple encore, c'est de faire directement, c'est R2 point sum point sum. Alors ici donc point get double value si vous voulez. Non, c'est plutôt sum number. Donc T1.sum number, max number, parce qu'en fait vous retournez une valeur, parce que si vous faites sum, vous faites la somme de matrices, etc. Alors là, je vais juste m'arrêter à ce niveau-là. Donc ça, sum, ce que je disais, sum number, voilà. Point double value. Alors ça et ça, c'est la même chose. Ça donne le même résultat en principe. Alors bref, donc il y a un document très très bien fait de ND4J, c'est une documentation officielle qui vous donne toutes les opérations. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. D'habitude, les gens qui travaillent dans l'algorithmique de l'algèbre linéaire, vraiment ils passent beaucoup de temps à faire implémenter ces algorithmes, mais en tout cas tout est implémenté à ce niveau-là. Okay. Alors vous voyez donc ça c'est les résultats, ça donne le même résultat que tout à l'heure. Alors maintenant, je crois que je vais passer maintenant à l'essentiel. Donc ça c'est les opérations d'accumulation, broadcast, des opérations de sérialisation, c'est assez pratique. Vous avez un tensor des données, à un moment donné vous voulez les enregistrer dans un fichier. C'est très simple, vous faites nd4j.write.txt et vous mettez l'ect1 et vous voulez l'enregistrer en format texte. Alors nd4j.writeText, je vais enregistrer le tensor par exemple R2 dans un fichier que je vais appeler data.txt. Et vous pouvez utiliser également donc, le format CSV et vous pouvez lire à partir d'un fichier facilement. Donc je vais vous montrer juste le cas d'un fichier CSV parce que c'est assez pratique, parce que dans la majorité des cas, les données que vous lisez, c'est à partir des fichiers format CSV ou bien du format Excel. Bon, si je regarde dans mon répertoire ici, je trouve le fichier data.txt. Alors, vous voyez donc par défaut, il l'enregistre au format JSON. Il met des informations, mais après, il met les données. Alors, à nouveau, quand on va le lire, on va dire read text, on va le lire. Mais si vous utilisez le format CSV, on va créer ici un fichier, new file, que je vais appeler data.csv. Je vais mettre des données comme ça, 6,9,7,9, ça, virgule. Voilà, ça c'est un fichier CSV. Le séparateur pour moi c'est la virgule. C'est-à-dire, si vous voulez, ça c'est des données, c'est des champs qui sont séparés par des virgules. Je voudrais lire ces données-là. Ben, je peux les lire d'une manière assez simple. C'est read numpy. C'est plutôt nd-array, parce que je vais lire un nd-array. Donc je vais l'appeler data. C'est nd4j.read numpy. Alors le fichier, comment il s'appelle? Data.csv. Alors pour les gens qui utilisent Java, il vous faut faire un try-catch. À Alt-Entrée, il me demande de faire un throws. Bon, il va ajouter juste à la méthode main ce truc-là. Alors je viens de lire les données et après donc je vais afficher data. Alors voilà, en 5 minutes, plus que 5 minutes, un quart d'heure. Donc juste d'abord, travailler avec Deep Learning 4J vaudrait mieux d'abord
prendre le temps de voir les fonctionnalités de base de ND4J. Alors en principe, si tout marche bien, donc on devrait voir les données chargées. Erreur. Number format exception. Il a pris cette sous forme de chaîne de caractères. Ah oui, il a tout à fait raison. Je lis le format CSV, mais il faut donner un paramètre. C'est quoi le séparateur? Tout dépend de ce que vous voulez. Hein. En tout cas, c'est vrai, bon, dans les CSV, on utilise des points-virgules comme séparateur des données, etc. Mais si vous mettez virgule, il faut le séparer, il faut le spécifier. Parce que sinon, il a pris toute la chaîne, il veut la convertir en nombre, ça n'a pas marché pour cela. Donc, vous voyez donc les données sont là, ils sont prêtes, il devient un tenseur. On peut l'utiliser dans le calcul d'algèbre linéaire, à nouveau on peut travailler. Alors globalement, donc ça c'est le noyau dur. Pourquoi pas 2015? Voilà que, soi-disant, le TensorFlow version de Python, qu'est-ce qu'il a en avance par rapport aux autres technologies? C'est qu'en 2015, si vous voulez, Google a déjà implémenté ces librairies en Python. Ça existait déjà en 2015. Mais dans les autres langages, ce n'est pas en 2015. Ils étaient prêts à partir de 2016. Une fois qu'ils sont prêts, ces librairies-là, c'est à ce moment-là que l'écosystème va s'élargir et ainsi de suite.